avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers complexe des liens d'attachement avec notre invitée exceptionnelle, Johanna Smith, psychologue clinicienne spécialisée dans le développement précoce et l'attachement. Dans cet épisode, nous allons explorer l'importance d'un attachement sécurisé dès les premiers jours de la vie et découvrir comment nos propres modèles affectifs influencent les relations avec nos enfants, nos partenaires et même au travail. Johanna nous parlera des différentes stratégies d'attachement mises en place par les enfants en réponse à la disponibilité émotionnelle de leurs parents et comment ces comportements peuvent persister à l'âge adulte. Nous aborderons également des sujets aussi essentiels que le rôle de la prévisibilité dans le développement d'une relation saine et sécurisante avec nos enfants et l'impact des nouvelles technologies sur cet équilibre fragile. Nous discuterons des effets des traumatismes non résolus sur notre capacité à être de bons parents et de l'importance cruciale de parler et d'être entendu pour transformer notre vision de nous-mêmes et des autres. Johanna partagera des infos sur comment des styles d'attachement incongrus peuvent impacter les relations familiales et conjugales et le rôle de l'éducation genrée dans cette dynamique. À travers ce voyage d'apprentissage, nous allons saisir comment on peut évoluer vers un attachement plus sécurisé et quel soutien parental est nécessaire pour cela. Tout ça et bien plus encore dans cet épisode de Papatriarcat intitulé Attachement, parentalité et relations. Restez avec nous pour une conversation captivante qui pourrait bien changer votre façon de voir et de vivre vos relations les plus précieuses. On commence tout de suite avec ma première question. Johanna Smith, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents styles d'attachement ? Parce qu'en fait, on nous parle d'attachement sécure, évitant, bivalent, désorganisé. Comment est-ce qu'ils se construisent dans l'enfance ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, ce qui est d'abord très important de comprendre, c'est que le style d'attachement, c'est une réponse que l'enfant va développer à la façon dont un parent s'occupe de lui, en l'occurrence, réagit à ses signaux de détresse. Donc, c'est vraiment quelque chose d'interactif et ça, c'est très important de le comprendre parce que du coup, l'enfant va développer un certain type de stratégie avec une de ses figures d'attachement, par exemple son père, et puis peut-être d'autres stratégies avec une autre figure d'attachement, comme sa mère, sa grand-mère ou encore quelqu'un d'autre. Alors, il y a une métaphore que j'aime bien pour expliquer ça, c'est la métaphore de la planète Mars. Imaginons que du jour au lendemain, on est parachuté sur la planète Mars. Et sur cette planète Mars, on a deux personnes, par exemple, qui sont susceptibles de nous donner l'oxygène. Parce qu'évidemment, on n'a pas de quoi respirer normalement sur la planète Mars. Donc, on va voir si, dès que je demande de l'oxygène, je reçois de l'oxygène. Super, j'ai quelqu'un qui est suffisamment mon donneur d'oxygène, autrement dit mon donneur de soins dans l'attachement, et suffisamment sensible, il perçoit mes demandes, il y répond de façon ajustée, il ne me fait pas attendre trop longtemps en apnée, enfin bref, ça se passe bien. Ok. Du coup, je suis assez tranquille, je peux m'éloigner un peu, vadrouiller sur Mars, aller explorer un peu, voir les rochers rouges, et puis revenir quand j'ai besoin d'oxygène, parce que je sais qu'à tous les coups, ou de façon assez fiable, assez rapide, je vais avoir l'oxygène dont j'ai besoin quand je le demande. Ok, ça m'aide à aller un petit peu ailleurs, voir autre chose. Mettons que j'ai un autre scénario, j'ai un autre donneur d'oxygène qui, lui, est très stressé d'être sur Mars. C'est vraiment compliqué, et c'est compliqué d'être un parent, donc on peut bien pousser la comparaison. Ça peut être potentiellement très stressant, ça sollicite beaucoup, et puis en fonction des défis de l'enfant, on dort plus ou moins bien, des défis de la famille, on est plus ou moins en forme et disponible. Bref, ce donneur d'oxygène, il est un peu imprévisible. Il y a des fois où il est super attentionné, ajusté. Quand je lui demande de l'oxygène, il m'en donne. Et puis, il y a des moments où il est trop absorbé par ses propres préoccupations, ses propres problèmes. Et du coup, j'ai découvert que je vais avoir de l'oxygène si je monte un peu le son, c'est-à-dire si je demande un peu plus fort. Et que ça marche beaucoup mieux. C'est moins aléatoire que si je demande, entre guillemets, normalement. Donc, je vais faire l'économie. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai besoin d'oxygène, je vais demander direct fort. Voilà. Et donc, ça peut donner des enfants qui ont l'air de crier au loup, en termes d'expression de la détresse. « Oh, mais t'exagères. Oh, mais t'es hystérique. Oh, mais fais pas tant que ça. » Hystérique, c'est souvent plus à l'âge adulte que ces stratégies-là vont être taxées de ce mot-là. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des enfants qui ont développé une stratégie qui était super adéquate dans un certain univers relationnel,
avec des parents qui, généralement, la plupart des parents aiment leurs enfants, qui font ce qu'ils peuvent et qui se rendent pas compte qu'ils sont imprévisibles dans leur disponibilité et dans la sensibilité de leur réponse aux signaux de détresse de leur enfant. Il y a des fois où ils répondent bien, de façon sensible, rapide et suffisamment efficace, et puis d'autres fois où les aléas de la vie et de leur humeur et de leur disponibilité font que c'est pas toujours si simple. Donc, l'enfant va développer la stratégie qu'on appelle anxieuse ambivalente, c'est-à-dire il a l'air anxieux, évidemment, on comprend, le parent répond pas à tous les coups, et donc forcément, il va un peu moins explorer sur Mars, il va rester un petit peu plus agrippé aux parents, parce qu'il faut pas louper une occasion d'avoir de l'oxygène quand il en a besoin. C'est quand même l'attachement, vraiment, littéralement, c'est quelque chose dont on a besoin physiologiquement pour survivre étant enfant, c'est ce qui nous garantit notre protection. On est hyper vulnérable, donc comme sur Mars, si j'ai pas un donneur d'oxygène dont je m'assure les soins réguliers, je suis quand même un petit peu entravée dans ma survie. Du coup, je vais peut-être aller moins loin pour pas rater une occasion. Exactement. Okay. Donc, c'est des enfants qui vont explorer moins, qui vont s'agripper davantage, qui vont crier, entre guillemets, plus, c'est-à-dire pleurer plus, et qui sont plus difficiles à consoler aussi. Par exemple, après des épisodes de séparation, ils vont mettre plus de temps à se calmer. Parce qu'en fait, on leur fait le coup de façon répétée, donc ils sont en colère. On les appelle anxieux ambivalents, c'est pas pour rien. Ils sont pas juste anxieux, ils sont aussi ambivalents. Ils ont compris que crier, c'est maintenir le lien. Donc, ils n'ont pas intérêt à se calmer. Parce que quand ils vont se calmer, le parent va les remettre par terre et ils ne sont pas sûrs quand ils seront repris. Donc, en gros, le parent va arrêter de donner de l'oxygène et je ne sais pas quand ce sera la prochaine fois. Donc, rester en colère, rester énervé, être difficile à calmer, ça peut faire partie des stratégies qui fonctionnent. C'est terrible, mais c'est quand même ce qu'on observe. Je tiens à préciser quelque chose par rapport aux personnes qui nous écoutent et parce qu'on est dans la société française. Quand vous parlez de stratégie, il n'est pas question de manipulation. Ah non, absolument pas. Quand je parle de stratégie, c'est vraiment des choses que tout bébé, là on part vraiment des premiers mois, la figure d'attachement, les stratégies entre guillemets d'attachement, on peut les évaluer à 6 mois, 1 an, 15 mois très facilement. Donc à partir de 6 mois, on considère que la figure d'attachement, ou les figures d'attachement en l'occurrence, sont choisies. Donc, quand je parle de stratégie, c'est effectivement des choses que je vais avoir tendance à refaire parce qu'elles ont été encouragées, parce qu'elles payent, entre guillemets. Elles fonctionnent. Là-haut, on a des circuits de la récompense. Donc, quand je souffre et que j'ai quelque chose qui fonctionne, la prochaine fois, je vais avoir tendance à faire ça. Bien sûr. Et pas à faire je vais très vite, pas volontairement, mais de façon très automatique, inhiber, arrêter des choses qui ne fonctionnent pas, voire des choses qui sont coûteuses. Et d'ailleurs, c'est là qu'on en vient à la stratégie évitante. Si j'ai un donneur d'oxygène qui, en gros, à chaque fois que je le sollicite, que je veux de l'oxygène, va me rebiffer, quoi. En gros, me fait comprendre que c'est pas OK de demander de l'oxygène. Donc ça, typiquement, c'est des donneurs de soins qui sont prévisibles, contrairement aux parents de l'anxieux ambivalent. Le donneur de soins est prévisible dans le fait que ça le met pas à l'aise, en fait, qu'un enfant dépende de lui et le sollicite et soit en détresse. Donc, pour toutes sortes de raisons qui font partie de la situation et puis des fois aussi de son histoire, on y reviendra. Et donc, ce donneur de soins, il va avoir tendance à inhiber l'expression, ce qu'on appelle l'expression des signaux d'attachement, donc à pas répondre aux pleurs, à pas être très réactif, très sensible, mais de façon prévisible. Donc le tout petit, il comprend assez vite. Les pleurs chez un bébé, si vous avez déjà vu un bébé pleurer, on s'en rend compte assez rapidement, c'est hyper coûteux au niveau énergétique. Donc il faut que ce soit rentable. Donc si un bébé, il pleure, et puis qu'il n'y a pas de réponse et que ça arrive de façon prévisible, en fait, il va s'adapter et ne plus pleurer, ou autant que possible, ne pas demander. Ce qu'on observe dans les moments de stress chez ces enfants-là, alors là, quand je parle d'enfants, c'est des 12-15 mois, vraiment des tout petits. On les sépare de leurs parents, on fait sortir le parent de la pièce, et puis on mesure leur rythme cardiaque, on mesure le stress au niveau de la peau, on mesure le cortisol dans la salive, donc toutes sortes de choses dont on sait qu'elles sont bien liées au stress. Ils ont l'air complètement calmes, ils continuent de jouer comme si de rien n'était. Le parent est sorti, c'est pas normal. 12-15 mois, normalement, le parent sort, on est trop petit pour pas réagir, quoi. C'est trop tôt. Donc, ils ont l'air tout cool, tout tranquille. Et puis, en fait, quand on mesure toutes ces variables physiques, on voit qu'il y a un stress très important. Le rythme cardiaque s'accélère, le cortisol, les hormones de stress dans la salive, etc. Mais ils ont appris qu'il faut pas manifester. Parce que quand je manifeste mon stress, je suis encore plus rebiffée d'une certaine façon. Donc, il va falloir que je trouve d'autres façons d'avoir accès à l'oxygène. Alors, je ne vais pas recevoir de réponse à mes signaux d'attachement, mais l'oxygène, c'est le lien de survie. C'est donc quand même la priorité dans la relation d'attachement, c'est d'avoir quelqu'un qui assure ma survie. Donc, si en plus, il me réconforte et qui me soutient dans mon exploration du monde, c'est encore mieux. Mais la priorité, c'est de maintenir le lien. Alors, si on se met vraiment au niveau de l'évolution de l'espèce, dans la peau du bébé,
je suis quand même hyper vulnérable. Je vais développer spontanément les stratégies qui m'assurent que les personnes qui me protègent s'occupent de moi. Et c'est ces bébés-là qui ont survécu pour devenir nos ancêtres, en fait, pour se reproduire une fois arrivés à maturité, on va dire, sexuelle, quoi. Donc tout ça pour dire qu'ils vont trouver ces enfants-là, mais généralement un peu plus tard dans l'enfance, ils vont s'aménager avec ça. Donc ils ont appris, bon ok, vaut mieux pas se plaindre, vaut mieux pas exprimer de demandes, vaut mieux que je me débrouille tout seul et que je mette mes émotions et ma détresse, en particulier mes besoins d'aide, sous le tapis, là, bien colmatés sous le couvercle. Mais avec le temps, comme il faut quand même s'assurer que de temps en temps, j'arrive à avoir cette continuité du lien, ils vont trouver des stratégies qui font que le parent reste avec eux et continue de s'occuper d'eux d'une certaine façon, ou en tout cas qui sont sécurisés dans le fait qu'il va y avoir un lien. Et donc, ça peut être ramener des super bonnes notes, donc être super performant. Ça peut être très obéissant, donc donner aux parents l'impression qu'il est fort, qu'il a du pouvoir, qu'il est efficace. Enfin, c'est tout ce qui va donner aux parents l'impression d'être un bon parent, quoi, en gros. Ça peut être prendre soin du parent. C'est des stratégies aussi que l'enfant, alors là c'est un peu plus tard, vers 3, 4, 5 ans, va commencer à développer différentes stratégies qui font que je m'assure que le lien est important pour le parent, même s'il ne répond pas vraiment dans mes moments de détresse. Et ça, évidemment, c'est des stratégies qu'on peut être amené à continuer d'utiliser à l'âge adulte. Et puis, malheureusement, il y a des cas plus rares où le donneur d'oxygène, on ne trouve pas de stratégie qui fonctionne avec lui. Il est vraiment très, très imprévisible. Il y a des jours où il est agressif, je m'approche, il me donne un coup de pied. Il y a des jours où il a l'air dans un état pas possible, c'est effrayant et je n'ai pas envie de m'approcher de lui. Bref, il y a toutes sortes de choses qui vont faire que l'accès à l'oxygène est quand même vraiment compliqué et que j'arrive pas à développer une stratégie particulière. Et ça, c'est finalement au niveau... évidemment de l'expérience sur le moment, mais aussi au niveau du pronostic à l'échelle de la vie assez dramatique. C'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé, c'est-à-dire l'incapacité à développer une stratégie qui fonctionne. Et puis encore plus dramatique, mais heureusement encore plus rare, c'est ce qu'on appelle les troubles de l'attachement chez l'enfant, ce qui est le fait de ne pas avoir du tout de figure d'attachement. Ça, c'est encore pire, évidemment. Et c'est le fait d'enfants qui grandissent dans un environnement, en institution, en fait, avec beaucoup de carences, beaucoup de ruptures, des changements de donneurs de soins, etc. Mais ça, c'est encore un petit peu plus, heureusement, rare statistiquement. Donc voilà pour le tableau de départ. Donc on va avoir les sécures qui sont tranquilles en fait, qui vont avoir une réponse à leur signaux d'attachement et ils vont pouvoir aller explorer, s'éloigner. On a les anxieux ambivalents qui ont tendance à s'agripper parce qu'ils sont pas tout à fait sûrs d'avoir ce qu'il faut quand il faut, qui restent un peu en colère, mais bon, comme ils ont peur d'être abandonnés et puis de pas toujours avoir l'oxygène, ils l'expriment pas et qui vont pas trop s'éloigner non plus, pas tellement, qui ont souvent des difficultés de séparation en fait à cause de ça. Et puis on a les évitants qui eux vont explorer, mais souvent de façon moins créative. Donc, c'est des enfants qui jouent, mais qui jouent en stress, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Donc, ils restent assez tendus et du coup, ils ne sont pas tout à fait zen pour vraiment s'amuser, vraiment prendre du plaisir. Donc, si on reprend la métaphore de Mars, ils se baladent un peu, mais en étant assez vigilants, assez aux aguets des signaux et de la façon dont se comporte le donneur d'oxygène. Donc, en l'occurrence, là, le donneur de soins. Ça, c'est en gros ce qu'on observe à 12-15 mois. À 12-15 mois, on peut vraiment observer très facilement les réactions d'attachement d'un tout petit. En laboratoire, on sépare de son parent, il est tellement petit que c'est une question de survie, d'être quand même relativement de façon continue avec son parent. Et le désorganisé, du coup ? Le désorganisé, en fait, il vit des niveaux de stress extrêmement élevés. Il a tendance à se figer quand il est stressé, notamment quand il est séparé de ses figures d'attachement, parce qu'il a quand même des figures d'attachement, mais il n'a pas des stratégies qui fonctionnent pour les mobiliser. Il a tendance, donc vraiment quand il est tout petit, à avoir des comportements paradoxaux, c'est-à-dire qu'au moment de la réunion avec la figure d'attachement, il peut se diriger vers la figure d'attachement et puis au dernier moment, partir derrière ou s'approcher d'elle à reculons. Enfin, on voit vraiment des comportements très inhabituels de tout petits qui ont peur, en fait. Ils ont peur de leur figure d'attachement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'attachement est désorganisé, ça arrive chez des enfants qui ont été confrontés à des parents qui... donc ce qu'on a observé dans les études, ont soit des deuils qui ne sont pas résolus, donc qui sont perturbés, qui sont émotionnellement pas disponibles, qui peuvent être des parents shootés, des parents vraiment au sens
propre du terme, abrutis par des traitements médicamenteux hyper lourds ou des drogues ou des comportements addictifs aussi. Ou l'alcool. Oui, voilà, ou l'alcool ou des comportements addictifs d'autre nature, d'être tout le temps sur leur téléphone et du coup d'être rendus pas du tout réactifs à leur bébé. Ça peut avoir des effets de ce type-là. Si émotionnellement ils sont tellement mal qu'ils ont besoin compulsivement d'être beaucoup sur les écrans ou d'autres choses, c'est quand même des choses qui peuvent amener le bébé à ne pas savoir comment mobiliser le parent et avoir des moments où il est laissé un peu tout seul et c'est très effrayant et trop longtemps. C'est pas grave de laisser tout seul son enfant quand il pleure un petit peu. Ils vont tous vivre ça à un moment donné, normalement. Mais ça arrive de façon trop fréquente, trop prolongée et sans que le parent vraiment mesure en plus l'impact de ça. Donc, il répare pas vraiment après coup. Jusqu'au parent qui peut être, lui, franchement violent. Mais dans tous les cas, c'est un parent dont l'état émotionnel est de façon trop fréquente et régulière, effrayant pour l'enfant. D'accord. Et donc, on va avoir un enfant qui a des comportements paradoxaux, en fait. Ce qu'on appelle, nous, se dissocie, c'est-à-dire avoir des moments d'absence quand il est stressé, regarde dans le vide, reste en suspension avec un jouet, et tout livide, amorphe, un bébé qui répond pas, qui... Quand on l'examine, par exemple, chez le pédiatre, qui ne regarde pas, qui ne vocalise pas, par exemple, qui n'interagit pas, qui regarde ailleurs, qui est hypotonique. Enfin bref, tout ça, c'est des choses qu'on va observer souvent chez ces petits-là. Et puis, après, une fois qu'on a observé ça à 12-15 mois, ce qui est complexe, c'est que petit à petit, le cerveau lui-même devient plus complexe. L'enfant aussi devient plus autonome. Donc, c'est plus difficile d'observer les comportements d'attachement, parce qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va beaucoup moins le stresser qu'un enfant de 12 ou 15 mois d'être séparé quelques minutes de ses parents. Bien sûr. Et puis, au niveau cérébral, il y a quand même quelque chose qui change entre 3, 4, 5, 6 ans et encore plus à l'âge de raison, entre guillemets. C'est-à-dire que l'enfant doit petit à petit, entre guillemets, pour être efficace, pouvoir généraliser un peu les conclusions qu'il a tirées de ses expériences. Et ça, c'est pas réfléchi, bien sûr, mais c'est des automatismes qu'on va développer. Bon, j'ai découvert que sur Mars, tel type de personne donne de l'oxygène assez facilement. Et voilà à quoi j'associe, comment je détecte ces personnes-là de façon subjective. Et ma maîtresse en CP, elle ressemble vachement à ce genre de personne. Donc je me sens bien, je suis contente d'aller à l'école, ça se passe bien. Bon, ok, par exemple. Et puis, j'ai tel autre type de personnes qui me stressent beaucoup plus parce que c'est des gens qui sont imprévisibles. Et donc, j'ai appris que là, ça allait être plus aléatoire. Et ça peut être une nounou, une babysitter, un ami à qui je suis confiée et qui me sécurise beaucoup moins et avec lesquels je vais beaucoup plus chouiner, entre guillemets, enfin, beaucoup plus pleurer. « Ah, c'est bizarre, dit le grand-père ou la grand-mère, avec nous... ils chouinent vachement, ou au contraire, avec vous, ils chouinent tout le temps, mais pas avec nous. » Enfin bref, c'est normal, c'est des stratégies différentes. Bref, mais ce qu'on va observer, c'est que petit à petit, ces stratégies, elles vont se généraliser. Alors ça reste des automatismes, ça reste pas des choses, c'est pas des choses réfléchies, pensées. Il en faut beaucoup du cerveau avant de pouvoir commencer à réfléchir à ces choses-là. Des fois, même à l'âge adulte, les gens n'y ont pas réfléchi. Donc ça met un peu de temps. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attachement, c'est pas tout le temps actif. C'est un type de comportement qu'on déclenche quand on est en stress, qu'on déclenche dans certains types de situations. Donc, des situations de maladie, de détresse, quand on a besoin d'aide, et puis, dans une moindre mesure, quand on a besoin d'un petit peu de soutien pour faire quelque chose de nouveau, donc pour aller explorer, en gros. Le reste du temps, mon système d'attachement, il dort, en fait. Comme le thermostat, tant que je ne suis pas en dehors d'une certaine zone de température, il ne se déclenche pas. Tant qu'il n'est pas activé, tout va bien. Donc, il n'est pas activé, alors tout va bien, effectivement. Et ce qu'il déclenche, c'est quand même, grosso modo, le système de stress. C'est, oula, là, j'ai une situation qui est un peu un défi, je ne suis pas sûre que je vais réussir à gérer tout seul, ou je peux peut-être gérer tout seul, mais d'avoir de l'aide, ça va être un plus quand même, donc je vais aller solliciter l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, l'attachement, c'est vraiment ça, c'est comment je vais aller solliciter l'aide de quelqu'un d'autre pour surmonter une situation de défi, une situation difficile, une situation inconfortable, ou pour aller explorer quelque chose de nouveau. Et donc, en fonction de l'évolution du cerveau, ces stratégies qu'on développe petit à petit, on va avoir à les étendre pour des moments de détresse, de difficulté, de stress qui pourraient arriver finalement à tout moment de la journée et pas forcément quand nos parents sont là ou nos figures d'attachement sont là. Et puis, ce qu'on va du coup avoir beaucoup plus de mal à observer en fait au niveau de la recherche, c'est
comment il gère en fait ces situations-là au niveau de l'attachement, cet enfant de 6 ans ou cet enfant de 10 ans ou cet enfant de 15 ans. Et au fur et à mesure qu'on entre dans l'âge de raison et puis encore plus à l'adolescence, on va pouvoir davantage questionner l'enfant sur quand tu es dans une situation un peu difficile, on peut donner un exemple, d'habitude, comment tu aurais plutôt tendance à faire? Est-ce que tu aurais plutôt tendance à te débrouiller tout seul ou est-ce que tu aurais plutôt tendance à pleurer, à avoir peur d'être abandonné, à demander l'aide d'un ami, à avoir du mal à t'en décoller ou d'un adulte, enfin bref. Et donc ça va déboucher sur les questionnaires qu'on fait passer à l'âge adulte, mais c'est très différent de ce qu'on va observer en direct à 12 ou 15 mois, puisque ça passe par l'image que la personne a d'elle-même et la réflexion, les propos qu'on va avoir sur soi, qui sont un peu biaisés. Enfin, on n'a pas toujours une représentation très réaliste de soi. Et puis, ce qui est encore plus complexe, du coup, une fois arrivé à l'âge adulte, c'est qu'on a vraiment pas mal de secteurs différents dans lesquels on vit. Et la façon dont je vais demander de l'aide dans mon couple ou dans mes relations amicales ou à mon médecin ou à un collègue, à mes propres parents devenus plus âgés, toutes ces façons-là peuvent très bien varier. Et le fait qu'elles varient, c'est plutôt bon signe. C'est un signe de souplesse aussi au niveau de la santé mentale. Donc, je vais peut-être avoir des stratégies d'un certain type avec certaines personnes dans un certain domaine et puis des stratégies plutôt d'un autre type dans un autre domaine, plutôt au travail, et tendance à me débrouiller tout seul. Et puis, très agrippée à mon mari. Dès qu'il y a quoi que ce soit, je l'appelle et j'ai besoin qu'il soit joignable tout le temps. Et c'est difficile pour moi d'être séparée de lui, par exemple. Justement, ça amène à notre deuxième question, puisque vous parlez de la relation à votre mari dans l'exemple. En quoi notre style d'attachement développé étant enfant, ou en tout cas avec celui avec lequel on grandit, parce que ça peut très certainement évoluer, comment est-ce que ça influence ensuite la façon dont nous nous comportons dans nos relations amoureuses, par exemple, à l'âge adulte? Alors, ce qui est complexe à l'âge adulte, c'est qu'on a en fait deux façons d'évaluer l'attachement qui sont pas tout à fait superposables. On a ce que la personne va dire d'elle-même. C'est ce qu'il y a de plus compréhensible par tous. Il y a 4 catégories, en gros. L'attachement, ça contribue à construire l'image que j'ai de moi et des autres. Si, de façon récurrente, j'ai eu des réponses efficaces, positives, chouettes à mes expressions de détresse quand j'étais petit, je vais plutôt avoir l'impression que je suis compétent, je me suis bien débrouillée puisque j'ai réussi à solliciter l'aide. Et puis, le monde extérieur, les gens qui s'occupaient de moi sont aussi plutôt chouettes. Donc, je vais avoir une image de moi plutôt positive et une image des autres plutôt positive. Là, c'est le scénario sécure. Quand j'ai une stratégie plutôt évitante, il est probable que pour me protéger un peu de mes sentiments de vulnérabilité, comme il a fallu que je mette ma détresse sous le tapis, je vais avoir une image de moi qui risque d'être positive, mais un peu en surface, pour pas sentir les émotions qu'il y a derrière. En fait, profondément, elle n'est pas très bonne parce que j'ai pas réussi à mobiliser les gens qui devaient s'occuper de moi. Mais en surface, les gens, ce qui répondent au questionnaire de façon un peu plaquée, on va dire, c'est que oui, ils ont une très bonne image d'eux, mais souvent un peu outré, un peu forcé. Puis quand on travaille avec eux en thérapie, on voit qu'en fait, c'est assez fragile derrière. Donc, c'est leur propos, c'est ce qu'ils vont dire. L'image des autres, en revanche, souvent, elle est mauvaise. Donc, en gros, ça donne des gens qui peuvent être très... moi, je suis mieux que les autres. C'est le risque, c'est cette différence. Manque de confiance aux autres aussi, peut-être ? Oui, parce que les autres n'ont pas répondu. Donc, on peut comprendre qu'ils aient cette sensation-là, cette vision-là du monde. Et puis, ceux qui sont, donc on appelle préoccupés, qui étaient anxieux, ambivalents, à l'âge adulte, on appelle ça préoccupés, vont avoir plutôt une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils ont tout le temps cette angoisse d'abandon, que l'autre ne sera pas toujours là de façon prévisible. On voit bien d'où ça vient. Et puis, l'autre a tendance à être un petit peu idéalisé, mais du coup, ils sont souvent déçus. Parce que l'autre est super, l'autre est extraordinaire, et puis l'autre n'est pas toujours à la hauteur de cette idéalisation, comme on dit nous les psy. Et puis après, la catégorie la plus rare, ceux qui n'ont pas pu s'organiser, ils vont rester un peu craintifs dans les relations avec les autres, dans ces moments de vulnérabilité, donc dans le moment où l'attachement est activé, avec une représentation de soi et des autres plutôt négative. Donc ça, c'est ce que les gens vont dire d'eux-mêmes. Et puis après, il y a une autre façon d'évaluer l'attachement, qui est assez rigolote, mais qui est beaucoup plus difficile à pratiquer. C'est d'évaluer l'attachement à partir de ce que les personnes vont dire de leur propre histoire,
Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça a un impact direct sur les parents qui vont être. Donc, on y reviendra, mais l'état d'esprit que je vais avoir, donc on appelle ça l'état d'esprit, c'est plus un style. Ça touche pas forcément à mes relations avec les autres et notamment à mes figures d'attachement aujourd'hui. C'est pas forcément exactement la même chose. Mais ce que je vais dire de mon histoire, la façon dont je le formule, va témoigner d'un état d'esprit préoccupé, ou plutôt sécure, autonome, ou plutôt évitant, etc. Ou non résolu, enfin bon, bref. Donc, on a ces deux façons d'évaluer l'attachement chez l'adulte, parce que l'adulte est très complexe, et donc, mettons que ce soit un objet très complexe, mais on va avoir une perspective depuis un certain angle, une perspective depuis un autre angle, et c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est important de préciser ça, parce que ça aussi, selon ce qu'on évalue, l'impact sur nous en tant que parents, sur nous dans nos relations conjugales, va pas être tout à fait le même. Si on prend la première perspective, quelqu'un qui a tendance à plutôt avoir une mauvaise image de lui du fait de ses expériences d'attachement, et puis une bonne image des autres, on imagine bien comment il va être dans un couple. Il risque d'être un peu agrippé à l'autre, peut-être même un peu jaloux, un peu abandonnique, un peu anxieux, avoir du mal à se séparer. Puis bon, s'il tombe sur quelqu'un de sécure en face, ça peut le sécuriser et les choses peuvent se changer avec le temps. Ça a été quand même bien démontré. C'est pas gravé dans le marbre, cette histoire-là. Et on peut devenir plus sécure grâce aux expériences de relations plus positives. S'il a quelqu'un qui est tout anxieux que lui en face, il risque d'être tout le temps collé l'un à l'autre, en fait, de jamais se séparer. Et puis s'il a quelqu'un qui est évitant en face, là, c'est un couple quand même qui est assez fréquent, où généralement monsieur est évitant, madame est plutôt préoccupée. Et donc madame est un peu harcelante à bas bruit. Pourquoi tu rentres à cette heure-là ? Enfin bon, genre de choses. Mais ça peut fonctionner parce que finalement, comme madame fait 80% du chemin et que monsieur en fait que 20%, ils arrivent quand même à se rencontrer, mais l'équilibre est quand même douloureux, il n'y a pas une très bonne satisfaction conjugale parce qu'il y a cette souffrance-là en fait dans le couple, quoi. Votre remarque me fait penser à une question. Est-ce qu'il y a vraiment une dimension genrée dans les styles d'attachement ou c'est juste dans les couples hétérosexuels généralement on constate ça, mais ou est-ce que généralement dans le développement des hommes et des femmes, on constate des styles d'attachement qui sont prédominants par rapport au genre ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas de chiffre en tête, mais oui, c'est assez clair. D'autant que dans les modes éducatifs qu'on va avoir à l'égard du garçon et de la fille, on n'a pas du tout la même tolérance à l'expression des émotions. Donc, on comprend bien. Ça, c'est intéressant aussi, c'est que le même parent ne va pas forcément amener ses différents enfants à développer le même style d'attachement à son égard, et notamment en fonction du sexe. Donc, une petite fille, on peut tolérer davantage culturellement dans nos pays à nous qu'elle pleure, qu'elle chouine, qu'elle soit expressive émotionnellement. De tristesse. Oui, pas de colère. Hein. Ouais, non, faut pas exagérer quand même. Oui, exactement. De tristesse, d'anxiété aussi. Oui. La petite fille qui a peur, c'est merveilleux. On peut la protéger. C'est une princesse fragile. Qu'on peut sauver. Ouais. On est d'accord. Après, le garçon, on a tendance à moins inhiber son expression psychomotrice aussi, donc à favoriser qu'il soit plus moteur, plus dans l'expression, effectivement, éventuellement de la colère, mais évidemment pas trop de sa vulnérabilité, que ce soit anxiété, peur, tristesse. Et donc ça va conditionner les styles qu'on va être encouragé à développer, en fait, dans notre façon, parce que le style d'attachement, c'est d'abord une façon d'exprimer ma détresse de façon efficace pour avoir une réponse. Donc oui, j'ai pas les chiffres en tête, mais bien sûr que culturellement, on est orienté dans une direction ou dans une autre, ça c'est évident. Donc vous en étiez à, juste pour vous resituer, du coup dans le couple, on a souvent l'homme évitant, la femme préoccupée. Et puis, on a le dernier scénario, c'est les deux qui sont évitants. Là, on a le scénario un peu du couple, il faut bien paraître, il faut pas être intime, on partage rien en commun, on n'a pas d'intimité particulière. Alors, c'est compliqué en cas d'adversité, c'est-à-dire si le couple ou la famille rencontre des événements difficiles, ils sont pas trop là pour soutenir l'un l'autre, ils sont pas du tout à l'aise avec le fait de s'appuyer sur l'autre, d'utiliser vraiment l'autre comme une figure d'attachement. Donc, c'est un défi pour ces familles-là, pour ces couples-là. C'est un couple qui risque de se séparer quand les enfants sont plus là, mais qui risque aussi de rester ensemble pour sauver les apparences. Donc, il y a là dans aussi... sa chambre. Voilà, exactement. Il n'y a pas vraiment forcément d'épanouissement affectif et surtout d'intimité, de proximité, de partage dans ce couple-là et de vraies ressources pour faire face aux difficultés. Là, ce que vous nous dites, c'est que le style d'attachement peut avoir un impact sur la vie de couple, même sur la sexualité et la communication.
Oui, bien sûr. Est-ce que ça joue directement sur la capacité à parler de soi, à communiquer avec l'autre et donc à résoudre les conflits, à lever les ambiguïtés? J'ai réagi comme ça parce que moi, ça, dans mon histoire, c'est associé à ça. Donc, je le vis mal quand tu me dis tel mot, par exemple. Et si on ne communique pas là-dessus et qu'on a juste une réaction épidermique parce que le conjoint a dit ma poulette et que dans notre histoire, ma poulette, c'était un mot très humiliant que le père disait à la mère, par exemple, ou à l'égard de l'enfant. Enfin bref. Donc ça demande cette résolution de conflit, ce petit rodage au quotidien, surtout au début pour que le couple perdure, de pouvoir parler de soi, de pouvoir dire ses émotions, exprimer sa colère, enfin être assez à l'aise avec différents registres émotionnels. Mais aussi, ça demande de pouvoir imaginer ce que vit l'autre, de pouvoir imaginer que peut-être s'il a dit ça, c'était pas forcément hostile et malveillant. Parce que si je pense que c'était hostile et malveillant, soit j'arrête la relation, soit je risque de même pas en parler en fait, et même pas lever l'ambiguïté. Donc ça, ce qu'on a mis en évidence, c'est que l'attachement sécure, ça favorise ce qu'on appelle la mentalisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir imaginer ce que l'autre pense et ressent et d'avoir bien en tête qu'il ne vit pas la même chose que nous. Et donc, ça favorise quand même beaucoup le dialogue dans les relations et dans la relation de couple. C'est quand même assez crucial pour que le couple s'épanouisse et perdure. Du coup, on peut très bien avoir une situation où, si par exemple je suis préoccupé, donc je vais penser que l'autre, je vais avoir une image positive de l'autre, peut-être même un tout petit peu idéalisé, mais par exemple, je sais pas, imaginons que ce soit alors, sur différents plans, sexuels ou autres de la vie de couple, si jamais il y a un truc, il y a un couac, je peux me dire que c'est forcément ma faute, puisque l'autre, de toute façon, n'y est pour rien. Et en plus, il risque de me quitter. Et en plus, c'est forcément ma faute et il risque de me quitter. Et oui, et donc il vaut mieux que moi, peut-être que je trouve une stratégie, quitte à faire des choses dont j'ai pas envie. C'est ça. Ok. Exactement. Donc, et c'est valable aussi au travail. C'est-à-dire, je vais faire des efforts, je vais essayer de m'adapter, mais du coup, je tolère des situations qui sont un peu harcelantes, je peux en arriver au burn-out, et que ce soit parce que je suis insécure évitant ou insécure préoccupée. Les deux peuvent amener à cette surenchère pour essayer de faire toujours plus et sont un peu entravés par le manque de communication, en fait, et de capacité à imaginer ce que l'autre vit et comment on va pouvoir parler en fait des situations un peu délicates, quoi. Alors allons-y pour continuer à explorer ce sujet de l'attachement sur un point crucial, vraiment important que vous avez commencé à évoquer, c'est comment est-ce que notre propre style d'attachement guide-t-il la façon dont on va être parent et d'interagir avec nos enfants. Alors ça, c'est un des aspects les plus intéressants et les plus importants, à mon avis, de la recherche sur l'attachement. Il y a une multitude de recherches où on évalue l'état d'esprit de la mère enceinte, future mère donc, concernant sa propre histoire d'attachement. Donc on la questionne sur son enfance, sur qu'est-ce qu'elle pense de ce qu'elle a vécu, de sa perception de son père et de sa mère, les adjectifs qu'elle donnerait pour les qualifier, des anecdotes, entre autres. Enfin bref, on lui fait parler un peu de toute cette histoire d'attachement ancienne, infantile, et on va coder tout ça. Elle est enceinte. Ensuite, quand son bébé qui est né, qui a grandi à 12-15 mois, on l'évalue en laboratoire dans des situations de séparation, de réunion avec elle. Et on se rend compte que l'état d'esprit de cette mère pendant la grossesse, donc plus d'1 an et demi avant, prédit la réponse que son petit va avoir dans ces situations de séparation et de retrouvailles en laboratoire. Donc là, ça calme. Ça donne un petit... alors là, quand vous me dites ça comme ça donne un petit côté destin choisi, enfin c'est prédéterminé, on n'a pas la main, comment ça se passe, quoi? Alors, c'est pas parce que ça prédit à tous les coups. Déjà, ça, c'est une chose importante à dire. Et c'est pas parce que ça prédit qu'on ne peut rien y faire. Mais au moins, on a la chance de savoir le niveau d'influence que ça a sur l'attachement qu'on va finalement transmettre d'une certaine façon. C'est une des façons dont on s'explique la transmission transgénérationnelle. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que c'est pas tant ce que la mère, ou même le père, parce que ça marche aussi évidemment oui, bien sûr, avec le père, mais c'est évidemment la mère qui a été le plus étudiée pour toutes sortes de raisons. Mais c'est pas parce que la mère a eu une enfance traumatique ou un attachement très problématique à ses parents, avec parfois des événements, des séparations, un abandon, de l'adoption, de la maltraitance, enfin, des choses où on se dirait « Ouh là là, ça va être compliqué ». C'est pas parce qu'il y a ça dans son histoire qu'elle va pas être capable d'avoir un état d'esprit sécure, autonome, quand on va lui administrer cette interview détaillée.
Parce que entre-temps, entre les moments traumatiques de son histoire d'attachement et le moment où elle tombe enceinte, il y a des choses qui se sont passées et elle a pu prendre du recul. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit l'importance de parler à son conjoint, sa conjointe ou de ses proches, ses amis de son histoire, notamment quand on envisage d'avoir un enfant, de parler de l'éducation qu'on a reçue, de pouvoir comparer avec d'autres parents, de pouvoir échanger avec d'autres parents sur moi, qu'est-ce qu'on faisait quand j'avais fait une connerie ou si j'avais transgressé, est-ce que j'étais punie, comment, qu'est-ce qu'on me disait, qu'est-ce que j'ai retenu, quels sont les épisodes les plus frappants, comment c'était quand j'étais triste. Donc, toutes les situations d'attachement, enfin, ce qu'on appelle nous attachement pertinent. Donc, des situations où vraisemblablement notre système d'attachement était activé. Donc, comment on répondait quand j'étais triste? Comment on réagissait quand j'étais malade? Comment on réagissait quand j'étais en détresse? Comment on réagissait quand j'avais peur? Peut-être que mes parents, quand j'étais triste, ils étaient là. Mais que quand j'avais peur, ils se moquaient de moi. Vous voyez, l'attachement, c'est aussi subtil, c'est divers. Et donc, c'est possible que ça impacte la façon dont moi, je serai en tant que parent. Je vais être super à l'aise quand mon enfant est triste. Parce que ça, je l'ai vu, je l'ai rodé. C'est des réseaux de neurones hyper rodés. J'ai un automatisme. C'est arrivé dès que j'étais bébé. Donc, j'ai même pas besoin de réfléchir. C'est des choses toutes faites. Mais de la même façon, je peux avoir des réponses toutes faites, pas tout à fait adéquates, parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir dessus, pris le temps de réfléchir dessus, de prendre du recul sur, mon enfant a 2 ans, il commence à faire des crises de colère. Et moi, ça me met dans un état pas possible. Et en fait, quand je creuse, on me dit non, mais toi, t'étais un vrai petit monstre à cette époque-là. Ah oui. Et puis on me raconte qu'on m'a mis la tête sous la douche froide ou des choses comme ça, que les patients quand même racontent assez régulièrement. Et toute cette colère qui finalement n'a pas pu être aidée, accueillie, être exprimée par les parents de l'époque, elle ressort telle qu'elle, brute de décoffrage, avec aucun ou très très peu de modèles sur comment je dois faire en fait pour faire face, quoi. C'est quoi le mode d'emploi? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de l'attachement, on a finalement des réseaux de neurones invraisemblablement qui sous-tendent tous ces comportements et qui, s'ils ont été bien rodés, viennent de façon assez automatique. Donc quand j'ai été sécurisée, c'est assez facile pour moi de sécuriser, surtout si je suis pas dans une situation de stress majeur. La plupart des parents peuvent être sécurisants dans une situation modérément ou peu stressante. Et puis, une partie d'entre eux vont être beaucoup plus en difficulté si la situation est très, très, très stressante. Il y a ça aussi, c'est qu'on ne va pas être au meilleur de ses compétences quand on est sous stress intense. Et on peut être un petit peu plus sécurisant quand la situation est un peu plus normalement stressante. En vous écoutant, il y a une réflexion qui me monte forcément, puisque dans le podcast Papatriarcat, on réfléchit aussi à l'angle politique et social, et je me dis, est-ce que, notamment par rapport aux mères, puisqu'elles sont les plus étudiées, donc est-ce qu'on peut légitimement se dire aussi, par rapport à ce stress modéré ou intense, que l'environnement dans lequel évolue la mère, les mères, le père, les parents, notamment avec le congé maternité, le congé paternité, la préparation à la naissance, à la parentalité, est-ce que cet environnement peut influencer aussi justement la façon dont on va être plus ou moins activé, et même si on n'est pas forcément outillé dès le départ, on va se sentir peut-être plus en sécurité? Est-ce que c'est quelque chose qui joue? Ça a été étudié? Alors, ce qui va nous aider à être, entre guillemets, des bons parents, je caricature, suffisamment bons, on va dire, c'est évidemment si on a été imprégné dans un environnement qui sait faire, et c'est vrai qu'au niveau de notre espèce, on est plutôt grégaire normalement. Donc, normalement, quand on a des enfants, on a des parents autour de soi, mais au quotidien, on a été déjà de multiples fois exposé à des situations de crise de colère ou autres et à des résolutions de problèmes. Et ça, on en est un petit peu privé dans nos sociétés où on vit seul ou en couple, mais en petits groupes, en fait. Finalement, la famille est un peu restreinte à sa plus simple expression par rapport à l'environnement dans lequel, génétiquement, en fait, on a évolué. Donc oui, on a quand même quelque chose qui nous manque. Ensuite, ce qui va aggraver cette difficulté-là, c'est effectivement plus on est stressé, moins on a de la ressource pour réfléchir, moins on a de relais aussi. Plus on est seul, moins on a de relais. La métaphore qui me vient, c'est que c'est comme si je devais naviguer sur un lac dont les eaux sont très basses. Plus les eaux sont basses, plus il va y avoir des reliefs qui dépassent ou même qui sont à fleur d'eau, qu'il va falloir que j'évite. Alors que si le lac était à sa hauteur naturelle, normale, il y aurait probablement très peu de zones comme ça un petit peu dangereuses et la plupart du temps, elles seraient signalées. Et puis on sait que voilà, la période des 2 ans, terrible 2, c'est pas facile, mais
Voilà, en gros. Donc c'est vrai que plus le niveau de l'eau diminue, c'est-à-dire plus le stress augmente, plus les défis de la vie quotidienne, c'est-à-dire que si je dors pas bien, si j'ai un problème de santé, si j'ai des problèmes financiers, si je travaille très loin de la maison et que je pars très tôt, je rentre très tard, ou si je suis en congé maternité mais que je suis très isolée et que il n'y a pas d'autres parents ou que l'autre parent rentre très très tard ou est très stressé ou peu disponible, enfin, tous ces facteurs-là peuvent ça peut vraiment être de multiples choses. Hein. C'est aussi, je viens de perdre un de mes parents pendant la grossesse ou la période très précoce, c'est un facteur de risque aussi, hein, et c'est tout à fait compréhensible. Tous ces stresseurs-là sont des choses qui vont réduire un peu le niveau de l'eau, donc qui vont réduire ma capacité à éponger le stress d'être parent. On le dit peut-être pas assez souvent. Être parent, surtout d'un bébé, et surtout avec des interruptions de sommeil qui, même avec les bébés les plus dormeurs, sont quand même assez régulières pendant un certain temps. Émotionnellement, c'est éreintant. Et on n'est pas vraiment fait pour faire ça tout seul, à longueur de journée. Donc, les premiers mois, et ce serait bien d'être au moins 2 pendant quelques temps, notamment le temps que l'attachement se mette en place. Hein, ça, c'est déjà les 6 premiers mois avant que la figure d'attachement soit mise en place. Et puis, en gros, avant que l'enfant soit prêt à être régulièrement séparé de façon sur des longues périodes de sa figure d'attachement, ça prend encore un certain temps. Donc, c'est pas pour dramatiser, on est assez résilient, notre cerveau est plastique, on a plein d'enfants qui s'en remettent, mais il faut pas banaliser non plus le stress que ça peut représenter pour tout le monde, en fait. Hein. Le nombre de mères que j'ai entendu me dire « faut que je reprenne le boulot, mon enfant a 3 mois, j'ai confiance en la nounou, elle est super, ou à la crèche, elle est super, mais ça me tord le bide d'aller travailler ». Ce stress-là ne doit pas être minimisé. Et si on a ça chez le parent, il y a de fortes probabilités que le bébé aussi, ou le petit aussi, il ait une certaine dose de stress, quoi. Oui, mais c'est justement le point que je voulais soulever, c'est que cet environnement, alors bien entendu, après il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, les décès, etc., mais il y a des choses qui socialement qu'on peut faire évoluer. Par exemple, si la maman, à 3 mois, doit reprendre le travail, mais que finalement c'est le papa, parce qu'il y a un congé paternité qui a évolué et qui va prendre le relais pendant 1 mois de plus pour faciliter la reprise du travail de la mère, peut-être qu'elle sera un peu moins peut-être qu'elle sera un peu moins stressée. Elle sera stressée 1 mois plus tard. Elle sera stressée 1 mois plus tard, ou peut-être pas. Parce que justement, elle aura eu une étape préliminaire de séparation. Enfin voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui peuvent être mises en place, mais aussi bien sûr sur comment entourer les parents, comment entourer les mères. Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on a un vrai sujet de société et qui n'est pas donc dans l'individualité, qui ne repose pas sur les épaules des individus ou juste des parents. Voilà, je voulais oui, tout à fait, en profiter pour placer ça. Et qui est un facteur de stress qui, à mon avis, doit vraiment être reconnu. Et même dans le scénario que vous décrivez, où le père arriverait faire son mois au bout de 3 mois, le père, il a un handicap, j'ai envie de dire, physiologique, qui va être aggravé par un fossé de 3 mois, en fait. Donc, le père qui est là dès le début, à la naissance, au quotidien, voilà, désolé pour la notion de handicap physiologique, sûr, mais il n'a pas toute cette imprégnation aussi forte, on va dire. Moi, personnellement, je l'ai bien vécu avec ma compagne qui a allaité pendant longtemps et qui avait ce pouvoir magique de, en cas de crise, je dégaine mon mamelon et c'est réglé, alors que moi, je vais mettre en place d'autres stratégies. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, bon, la grossesse aussi, on sait qu'il y a un petit décalage. Donc, c'est très important, je trouve, que le père puisse être là autant qu'il le souhaite, autant que possible, dès le début. Parce que, alors, relever le défi à 3 mois de la conjointe qui retourne travailler et puis de prendre la relève à ce moment-là, c'est dur, hein. Et c'est important, et je vais même là on parle des parents, mais je pense aussi qu'on a le droit de se tourner vers les droits de l'enfant pour mener la réflexion et de se dire que chaque enfant doit avoir le droit, le cas échéant, parce qu'on est quand même dans une majorité de couples parentaux, d'avoir l'opportunité de créer un lien d'attachement sécure si possible avec chacun de ses parents. Et aujourd'hui, on refuse ce droit aux enfants de toute façon, que ce soit en ne permettant pas aux pères ou aux coparents d'être suffisamment présents, ou même du coup, ce que je comprends, c'est que ça peut altérer même le lien d'attachement avec la mère, en l'occurrence. Donc il y a vraiment un sujet de société qui va, je veux dire, ça va au-delà même du traitement individuel. Et je vais ajouter à partir de là, c'est d'autant plus un sujet de société que l'attachement maintenant, on le sait très bien au niveau de la recherche, c'est quelque chose qui influence la santé mentale, mais aussi la santé physique à l'échelle de la vie. Là encore, c'est pas gravé dans le marbre et c'est pas déterministe. On peut y travailler.
Mais bon sang, si on y travaille tôt pour qu'il n'y ait rien à réparer après coup, qu'il y ait moins à réparer après coup, c'est quand même beaucoup plus simple. Ce sont des choses que l'on sait. Donc c'est quand même un petit peu dommage de ne pas se donner tous les moyens possibles au moment où le cerveau est en pleine construction, où ses interactions avec l'autre vont avoir un impact direct sur notre physiologie, sur la forme que prend notre cerveau, sur le fonctionnement de certaines de nos zones cérébrales et en particulier de tout ce qui touche à la régulation du stress. C'est quand même un tout petit peu important, la régulation du stress. Le nombre de gens qui consultent pour avoir des anxiolytiques ou des antidépresseurs en France, je pense que ça défie les plafonds. C'est peut-être pas tout à fait sans lien avec la mise à la crèche systématique depuis des générations, à l'âge de 2 mois et demi, 3 mois. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face et se rendre compte que c'est un vrai investissement. Je suis désolée de dire ça, j'ai horreur de dire ça, mais qui est rentable, la petite enfance. Parce que ça ne devrait pas être rentable, ça devrait être une question effectivement de droit de l'enfant et de respect élémentaire de prise en compte des émotions et des besoins de l'enfant et évidemment aussi de ses parents et de la famille. Mais ça, c'est quand même bien objectivé à quel point... Par exemple, pour protéger, c'est un peu comme le système immunitaire. C'est un système immunitaire psychique, l'attachement. Ça nous protège, ça limite l'impact de ce qu'on appelle, nous, l'adversité, c'est-à-dire des événements stressants au cours de la vie. Tout simplement parce que si je suis sécure et que je rencontre des événements difficiles, il est beaucoup plus probable que j'arrive à me réguler déjà, parce qu'émotionnellement, je suis à l'aise avec mes émotions, donc j'arrive à m'auto-calmer. Et puis, j'ai cette vision des autres et du monde quand même positive. Donc, même si je vis un moment très difficile, j'ai confiance dans le fait que quelqu'un viendra m'aider, dans le fait que j'ai la capacité à m'en sortir. Et je vais avoir beaucoup plus de capacité à, effectivement, aller chercher de l'aide. Donc, c'est des gens qui vont mettre moins de temps à consulter chez le médecin, chez le psy, ou à demander de l'aide, quelle que soit sa nature, et qui vont pouvoir vraiment en tirer profit. Quand j'ai une stratégie plutôt évitante qui prédomine, c'est des gens qui arrivent 10 ans après chez le psy. 10 ans après chez le psy, c'est pas tout à fait pareil. Et il y a eu du dégât. Et puis, il y a eu de la perte de chance, quoi, d'une certaine façon, de possibilité de réparer les choses. Justement, puisqu'on parle de réparer les choses, quelle stratégie peut-on mettre en place pour développer un style d'attachement plus sécure, je vais essayer de dire ça comme ça, à l'âge adulte ? Alors, gardons espoir, puisque les relations, les rencontres qu'on fait, les expériences qu'on fait peuvent vraiment avoir un effet très réparateur. Je pense qu'il y a multiples films et livres qui montrent ça, tellement c'est beau. Donc, on peut avoir des rencontres qui sont vraiment sécurisantes, faire une expérience qui est tellement différente de celle au pluriel qu'on a reçue étant enfant ou ado, qui vont nous amener à remanier notre vision du monde, en fait, à changer notre vision de nous-mêmes et des autres. Ce qui est malheureux, c'est que si les expériences de nouvelles rencontres qu'on fait sont similaires à ce qu'on a vécu, ou sont un petit peu différentes, juste un petit peu, je vais avoir tendance à garder mes anciennes lunettes et à pas voir ce qui est un petit peu différent. Donc, pour changer spontanément dans la vie, il faut vraiment que j'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui est très différent de ce que j'ai rencontré et où là, je suis obligée d'enlever mes lunettes et de me rendre compte que non, ça colle pas en fait. Waouh! Cette personne-là, avec elle, c'est vraiment différent de ce que j'ai vécu. Et on a vraiment des gens qui témoignent de ça avec un prof, par exemple, ou avec une nouvelle relation amoureuse, une relation amicale, qui a tout changé dans leur vie. Vraiment, pour la première fois, je me sens pris en compte, mes émotions sont traitées comme importantes, on me répond, il y a quelqu'un qui est là pour moi. Et waouh! Et ça m'amène à réviser au moins en partie ma vision du monde. Peut-être pas totalement, mais enfin, au moins en partie. Et puis après, il y a aussi le fait de pouvoir parler de ses expériences passées, parler avec d'autres et comparer avec d'autres. Ah ouais, toi, on t'a élevé comme ça? Oui, on te disait ça. Non, c'est horrible ce qu'on t'a dit. Enfin, et ces échanges-là, ça va aider à prendre conscience et donc à prendre du recul. Ça me rappelle le cas du témoin lucide qu'on évoque dans l'épisode 120 avec Brigitte Auriol. Qui va dire mais c'est horrible qu'on t'ait frappé, c'est horrible. Mais du coup, la question que je me pose, c'est imaginons, on discute avec des personnes qui disent ah ouais, ben moi aussi, hein. Ouais, mais c'est comme ça qu'on élève les enfants, qui vont conforter cette vision. Ça peut être ça aussi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, ça marche pas à tous les coups de parler. Ouais. C'est pour ça que la thérapie, ça peut être utile parce que parfois, du fait des lunettes qu'on porte, on n'a pas développé des relations avec des gens qui font un peu différemment. Et c'est pas aux bonnes personnes qu'on va parler. Ouais. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, ça peut être des gens qui ont des expériences similaires, qui vont effectivement banaliser et dire, ou pire, on dira, non, mais toi, on t'a insulté, mais attends, mais moi, on me tapait. Enfin, voilà. Donc, ils vont comparer et puis dénigrer en comparaison.
Et effectivement, ça va pas marcher à tous les coups. Mais sans parler, ça va pas marcher du tout. C'est vrai. Donc, c'est un très bon point. Voilà, c'est vrai que c'est un pari de confiance, c'est un pari relationnel. Et quand on a été blessé au niveau de l'attachement, on n'est pas toujours prêt à le faire, ce pari. Oui, puis de la même manière, comme vous le dites, c'est que j'ai envie de dire, selon le style d'attachement et tout, même parler, même si c'est pas forcément pour qu'on s'étonne, le simple fait de pouvoir parler et d'être écouté, même si c'est pour qu'on soit conforté dans une vision, mine de rien, ça peut peut-être changer aussi la perception de la confiance en l'autre. Parce que même s'il vient conforter une vision qui n'est pas forcément celle qu'on souhaitait, mine de rien, je suis en train de développer le fait que tiens, mais je peux parler à quelqu'un et je suis écouté. Donc ça, en effet, dans tous les cas, comme vous le dites, c'est un pari qui a plus de bénéfices que de risques, sûrement. Et alors, à destination de ceux qui nous écoutent, si vous êtes en train de réfléchir, mais alors à qui je pourrais parler si je faisais ce pari-là, qui ne semble pas tout à fait évident, ça vaut le coup de réfléchir aux critères de sélection. Ça va être quoi notre profil, le recrutement qu'on va faire? C'est quelqu'un qui, d'une façon générale, si vous lui dites ou si quelqu'un lui dit ça va pas, vous savez la fameuse question ça va? Oui, ça va. Bon. Et puis si on lui répond ça va pas, va marquer un temps d'arrêt, dire ah bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'est typiquement quelqu'un qui va pas balayer d'un revers de main, dire ah ben c'est parce qu'il pleut ou ah ben ça ira mieux demain, ah tu râles tout le temps. Voilà, ce genre de réponse. Prenez pas cette personne-là. Donc quelqu'un qui a déjà un petit peu fait preuve de ses capacités d'écoute. Bon, globalement, quand on lui dit que ça va pas, qui va marquer un petit temps d'arrêt, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a aussi le fait de choisir son moment. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, finalement, se confortent dans leur vision de la relation d'attachement en choisissant pas le bon moment. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, en disant quelque chose d'important, de personnel, à un moment où ils peuvent pas être écoutés. Donc, on fait un dîner entre amis et puis je balance un truc, alors qu'on est tous en train de rigoler, je balance un truc hyper intense. C'est pas la bonne façon ni le bon moment. Ou bien, je vais dire quelque chose à une copine dont l'enfant est en train de l'appeler, on est à la cuisine ensemble, je prends un truc super stéréotypé, on est à la cuisine ensemble et puis je lui dis, tu sais, moi, ça va pas bien du tout en ce moment et son enfant est en train de l'appeler, elle va repartir. Ou bien, on est en train de faire un truc un petit peu urgent. Bon, là, il y a des risques que du fait de la situation, je sois confortée dans toute façon, personne ne m'écoute jamais, ça ne sert à rien de parler. Bien sûr. Et ça, c'est dommage, parce que cette même personne, dans d'autres contextes, si je lui dis, écoute, j'aimerais bien qu'on se parle, est-ce qu'on pourrait se voir, prendre un café ensemble, quelque chose dont je voudrais te parler? Là, peut-être qu'elle sera plus facile à mobiliser. Mais c'est ça aussi le truc, c'est que peut-être aussi qu'on n'a pas appris ces stratégies-là de communication et qu'au contraire, on a développé, enfin, pas forcément que sur ces terrains-là, mais alors ça vient peut-être se mêler avec le sujet des prophéties autoréalisatrices, mais en fait, on va mettre en place des stratégies d'échec, en fait, mais qui vont nous conforter. Exactement. Dans ce qu'on a connu, du coup. Mais de toute façon, personne s'intéresse à moi. Donc, en fait, on se met dans une situation où, oui, on n'est pas forcément plus heureux ou moins heureux ou ce qu'on veut, mais en tout cas, ça va nous conforter dans l'idée qu'on avait de nous, du monde, etc. Ouais. Et du coup, ce que j'aurais envie de proposer à ceux qui nous écoutent, c'est si vous avez cette expérience que personne ne s'intéresse à vous, que ça ne vaut pas la peine de parler de vous, ou que vous n'êtes pas intéressant, ou quelle que soit la croyance que vous dites, mais qui vous empêche de parler de vous aux autres, demandez-vous, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez changer dans la façon et les gens auxquels vous vous adressez, la façon dont vous vous adressez à eux, dans les exemples qu'on vient de citer, par exemple, des choses que vous pouvez changer pour avoir plus de chances d'avoir une réponse, quoi, en fait. Moi, il y a un truc que ma compagne ou que moi-même, on peut faire régulièrement, c'est que, et ça arrivait pas plus tard que hier soir, on s'était préparé des petits trucs là pour grignoter vite fait, on voulait manger devant une série, puis finalement, au dernier moment, elle me dit, tu veux pas qu'on s'installe tous les deux, voilà, et puis qu'on discute en mangeant? Et c'est tout bête, mais en fait, du coup, on crée aussi un moment où on va pouvoir parler de choses et d'autres, donc sans rentrer dans notre intimité de nos échanges. Mais voilà, elle a pu parler de choses, moi aussi d'autres, exprimer des choses. On a vraiment quelque chose qui est centré sur l'échange. Donc en effet, ça vaut le coup. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est venu tout de suite dans notre relation. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on a dû construire avec le temps, en passant par des orages et des tempêtes. Et donc non, c'est vraiment, je pense, un conseil à prendre pour l'auditoire. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un attachement insécure et néanmoins se sentir épanoui, heureux ou heureuse dans sa vie relationnelle et familiale? Oui, c'est possible. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'insécurité de l'attachement, c'est pas une maladie. En revanche, c'est quand même un facteur de vulnérabilité.
Les facteurs de vulnérabilité, tant qu'on les cumule pas trop et qu'ils rencontrent pas des événements de vie difficiles, on peut, sur tous les plans, immunitaires ou autres, on peut les avoir pendant des années sans que ça nous entrave. On peut avoir un environnement qui nous sécurise suffisamment pour que ça se révèle pas trop, en fait, ou des gens qui compensent un peu nos insécurités pour que ça se passe bien. Juste avoir en tête que c'est un facteur de vulnérabilité. C'est sûr que le jour où je rencontre de l'adversité, donc un événement un peu plus éprouvant que la moyenne du quotidien, une séparation notamment, donc tout ce qui touche en plus à l'attachement, ça va être un peu plus difficile. Une séparation, un deuil, un divorce, là c'est sûr que je suis un petit peu moins équipée que si j'étais sécure pour faire face à ça. Un trauma aussi, un harcèlement au travail, ou des choses comme ça un peu difficiles. Je suis moins souple dans ma façon d'aller chercher de l'aide pour faire face aux situations un petit peu plus difficiles que la moyenne, si j'ai un attachement insécure. Et puis, si j'ai une histoire d'attachement désorganisée, donc si vraiment là, j'ai eu du mal étant enfant à organiser mes stratégies d'attachement, là, pour le coup, c'est pas un facteur de vulnérabilité, c'est carrément un facteur de risque. C'est-à-dire que même si je rencontre pas d'événements difficiles dans ma vie, j'ai plus de risques d'avoir des troubles psychiatriques, en clair. Donc, j'ai plus de risques d'avoir de l'anxiété, d'avoir une décompensation, de troubles de la personnalité, enfin, des troubles quand même un peu plus importants, même si, après, dans ma vie, tout va bien. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'aller s'en occuper. Si on a des raisons de penser, si par exemple on a une maman qui a fait une dépression du postpartum, si on a des mamans qui étaient toxico ou alcooliques ou qui avaient des addictions importantes, si on a des raisons de penser finalement que nos parents étaient un peu chaotiques et encore plus s'ils ont été maltraitants, on ne sait pas ce qui s'est passé au cours des 1000 premiers jours parce qu'on ne s'en souvient pas. Ça vaut le coup d'y réfléchir, en fait, d'investiguer un peu, de regarder son carnet de santé, d'en parler autour de soi, de demander aux gens qui étaient là à l'époque, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ont observé, qu'est-ce qu'ils en pensent, de mettre ça en mouvement. Parce que c'est d'autant plus puissant que ça touche à une période de la vie dont on ne se souvient pas. Donc il y a beaucoup d'automatismes qui se mettent en place sur cette période-là. Donc il faut savoir que les détachés, ils sont à risque d'être un peu plus faux dans leur relation avec les autres, donc ça peut être un peu moins satisfaisant émotionnellement. Les détachés, c'est la base du désorganisé. Donc là, c'est plutôt les évitants. Non, c'est les évitants. Okay. On appelle ça détachés à l'âge adulte, en fonction des catégories, des catégorisations. Ils ont tendance à avoir moins de capacité à faire confiance. Ça, c'est toutes des choses qui ont été montrées statistiquement dans l'évolution des facteurs de risque de ce qu'ils peuvent développer. D'être moins satisfaits de leur carrière, d'être plus en retrait dans les relations avec les autres, d'avoir plus de risques de burn-out. Ils se découragent plus facilement parce qu'ils n'aiment pas l'échec, donc ils vont s'arrêter avant d'être confrontés à l'échec parce qu'ils ont peur de la honte, de l'humiliation. Enfin, ils ont peur de déclencher des émotions pour lesquelles il n'y aura personne pour les aider, en fait. C'est pas dramatique, mais il faut pas minimiser non plus sur le fait qu'il y a ces données scientifiques, quoi. Donc c'est quand même un petit facteur de risque au niveau de l'épanouissement, enfin un facteur de vulnérabilité au niveau de l'épanouissement, ça peut limiter un peu, mais c'est pas une fatalité et c'est pas pour tout le monde. C'est juste une tendance. Puis chez ceux qui sont préoccupés, on a généralement moins de bonne qualité de l'estime de soi, plus de doutes, une tendance à être déçu par les autres. Des gens qui sont plus dépendants, donc ils peuvent avoir des problèmes dans les relations avec les autres à cause de ça. Et puis qui ont plus d'expression émotionnelle, un peu difficile à se calmer, quoi, au niveau de la peur, de l'anxiété en particulier, qui ont de la difficulté à exprimer leur colère, qui ont peur d'être abandonnés. Donc il y a plus d'autres, on va dire, nature de risques de difficultés interpersonnelles. Et puis aussi le manque affectif. Voilà, là aussi, c'est pas une fatalité, c'est juste un facteur de vulnérabilité. Statistiquement, ça arrive un petit peu plus quand on a cette histoire-là. Mais là encore, c'est pas à tous les coups et puis c'est remaniable. On a quand même la possibilité de faire des nouvelles rencontres et de changer un petit peu notre façon d'interagir et notre représentation de nous-mêmes et puis des autres, heureusement. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que l'attachement insécure, c'est pas forcément source d'une immense souffrance, d'inadaptation. Ça dépend de plein d'autres facteurs qu'on peut évoluer. Vous avez déjà bien évoqué comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. Est-ce qu'on doit absolument le faire évoluer ? Est-ce qu'on doit guérir, entre guillemets, avec d'immenses guillemets, de notre attachement insécure ? C'est quoi les facteurs de changement et de résilience sur ces sujets-là ? Est-ce que si je sais que j'ai une petite vulnérabilité immunitaire, il faut absolument que je fasse quelque chose ? Non. La différence, c'est que si elle a été dépistée,
je le sais. L'attachement, souvent, on ne sait pas forcément. En fait. On va observer des difficultés relationnelles, mais il n'y a personne qui va nous dire, toi, tu as un truc d'attachement à régler. Il faut être déjà vachement avancé Oula, je crois que je t'ai activé, dis donc. au niveau de la consultation psy pour qu'on ait quelqu'un d'assez spécialisé pour évaluer ça et nous le dire, finalement. Donc, c'est comme une vulnérabilité immunitaire, en fait. Peut-être que si on le savait, on aurait le choix, en fait, déjà, de pouvoir aller y faire quelque chose. J'aime bien cette comparaison aussi parce qu'il y a une espèce de tabou qui persiste sur le fait d'aller voir un psy. Moi, je me dis toujours, tiens, c'est bizarre, si j'ai un problème de peau, je vais aller voir un dermato, si j'ai un problème immunitaire, je vais aller voir... Et pourquoi on hésite autant à aller voir un psy alors que la sphère psy, c'est quand même tellement important pour notre bonheur, en fait, notre bien-être, notre épanouissement au quotidien, nos relations avec les autres et tout. Pour le coup, moi qui suis psychothérapeute, je suis de l'autre côté et je me dis, si les gens consultaient plus tôt, on se verrait beaucoup moins. Beaucoup moins longtemps, mais vraiment, il y a des choses qui peuvent être réajustées assez vite, assez facilement, et encore plus quand le cerveau est encore enfant. On voit bien comment les prises en charge d'enfants, c'est des petits réajustements, c'est des choses avec les parents, notamment si les parents ont cette lecture attachementiste, ils peuvent comprendre des comportements de l'enfant et s'ajuster beaucoup mieux en un temps record, en fait. Donc ça, c'est vraiment dommage. Surtout quand on voit l'impact potentiel que ça peut avoir à l'échelle de la vie. Et puis en plus, on peut légitimement dire aussi que les parents, ça vient exploser quelques croyances qu'ils peuvent avoir. C'est pour ça que j'ai fait préciser stratégie et manipulation au début. Voilà, toutes ces choses qui viennent faire croire que plus ceux qui ont répond à ses pleurs, on va en faire une personne inadaptée, justement, dépendante, etc. Alors que non. Non. Ce qui est important, c'est de répondre de façon prévisible et puis de répondre de façon, dosée. Dosé au sens bien dosé. Ça sert à rien d'en faire trop non plus si notre enfant pleure. Voilà, exactement. Genre, oh mon Dieu, oh là là, tu t'es fait mal, c'est une catastrophe. Tu dois tellement souffrir. Ouais. Je fais un petit aparté parce qu'il y a des études hyper intéressantes sur qu'est-ce qui compose le type de caregiving, comme on dit, le type de soin ou de façon de prendre soin qui va générer ou faciliter un attachement sécure chez l'enfant. Et en fait, il y a 4 composantes. Il y a la sensibilité, donc être suffisamment sensible, pas trop, mais d'être suffisamment sensible, c'est-à-dire de pouvoir percevoir et interpréter à peu près correctement les signaux de l'enfant. Alors, on va pas se mettre trop de pression. Apparemment, 30 à 50% du temps, ça suffit, de pas être trop à côté de la plaque. Okay. Et puis, si on est à côté de la plaque, ce qui compte, c'est que on persiste à trouver une solution, mais on persiste pas dans une stratégie qui fonctionne pas ou dans une interprétation des comportements de l'enfant qui est manifestement à côté de la plaque. Et c'est ça qui va sécuriser l'enfant, c'est de voir qu'on lâche pas l'affaire. Il continue de pleurer, je vais continuer de chercher ce qui le fait pleurer, en fait, quel que soit son âge, d'une certaine façon. Donc, c'est cette sensibilité, c'est aussi la coopération versus interférence, donc d'établir le maximum de coopération dans la relation parent-enfant. Évidemment, du coup, le moins de coercition possible, mais ça veut dire aussi pas interférer dans le jeu ou dans l'activité de l'enfant quand il n'en a pas besoin. Donc, savoir être là quand on est utile et puis quand on est nécessaire plutôt, et se retirer dès qu'on n'est plus nécessaire. Parce que c'est là que l'enfant va vraiment pouvoir découvrir ce qu'il est capable de faire seul, ce qui est hyper constructif pour l'estime de soi. Je renvoie sur ce point sur l'épisode avec Peter Gray qui en parle longuement du coup, qui est intervenu très longuement là-dessus sur les activités indépendantes des enfants dans lesquelles on n'a pas besoin d'intervenir, on n'intervient pas. Alors, en tant qu'attachementiste, je dirais des activités autonomes. On discrimine ou ce qui est indépendance et ce qui est autonomie. Autonomie, c'est je peux me débrouiller, j'ai confiance, parce que je sais que je vais pouvoir retourner à ce qu'on appelle notre base de sécurité, donc je vais pouvoir retourner chercher de l'oxygène dès que j'en ai besoin. Indépendance, c'est celui qui est évitant, c'est j'ai appris qu'il faut que je me débrouille à faire tout seul. Okay. Voilà. Donc on cherche plutôt à développer, à soutenir l'autonomie et surtout pas l'indépendance ou la dépendance d'ailleurs. Okay. Parce que, finalement, c'est sur le même axe. Et puis troisième axe, donc on a la sensibilité parentale, on a la coopération versus interférence. Troisième axe, c'est l'accessibilité. Donc c'est le fait que l'enfant ait accès à nous, puisse nous solliciter, ce qui évidemment n'est pas possible quand il y a des séparations prolongées précoces. Ou un téléphone portable. Voilà, exactement. Je le prends pour moi, le téléphone portable. Alors pour l'auditoire, je vous le dis tout de suite, moi, c'est typiquement le genre de réflexion que je me fais quand je me dis que quand je réponds à ma fille, mais même si je lui réponds et que je suis sur mon téléphone, je ne suis pas disponible, accessible à 100%, quoi. Ouais. Du coup, donc. Alors, ce qui est important aussi, et ça évolue aussi avec l'âge, c'est de pas non plus mettre trop de pression. On n'a pas besoin d'être accessible et disponible tout le temps. On a besoin d'être prévisible.
ça, c'est hyper important. On peut tout à fait dire à un enfant d'un âge tolérable, qui est en âge de tolérer ça, dans la prochaine demi-heure, voilà, je ne suis pas joignable. En cas d'urgence, demande à maman. Par exemple. Il faut quand même lui dire qu'en cas d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est en cas d'urgence, c'est s'il y a l'activation du système d'attachement. Donc, on a tout à fait le droit d'être indisponible, d'une façon et dans une durée tolérable pour l'âge de l'enfant, tout en disant qui va être disponible à la place pendant cette période-là. Ça peut arriver. Quand on est en plein tournage, en cas d'urgence, vers qui l'enfant va pouvoir se tourner, il ne peut pas appeler là maintenant, a priori. Ouais, je prends. Pour tous les soignants, ça va être ça finalement. Si mon médecin traitant part en vacances, le fait de savoir si quelqu'un que je vois régulièrement, parce que j'ai une pathologie chronique par exemple, le fait de savoir vers qui je dois me tourner ou vers qui je peux me tourner pendant qu'il sera en vacances, c'est quand même vachement sécurisant pour moi. Déjà savoir qu'il n'est pas là et qu'il va entre-temps. Donc c'est prévisible. Je sais quand il n'est pas là, c'est affiché au cabinet. Je sais sur son répondeur quand j'appelle vers qui, en cas d'urgence, appeler le 15. Presque tous les médecins mettent ça. C'est pas par hasard. Ou bien vers qui est-ce qui assure une permanence de soins pendant cette période d'absence. C'est ce qu'elle me dit, ma fille. J'ouvre la parenthèse, mais des fois, quand je lui dis que je vais partir 2-3 jours, elle me dit « Mais qui va s'occuper de moi ?» C'est vrai que je me dis là, en vous écoutant, que je devrais lui dire « Je vais partir quelques jours, mais il y aura maman qui sera là pour t'amener à l'école, machin. » Peut-être rassurer sur ces moments de vie qui, moi, me paraissent anodins, mais qui, pour elle, visiblement, ont une importance. Ouais. Et si vraiment, toutes les personnes qui sont là pour s'occuper de toi, ça suffit pas, c'est papa qu'il faut à ce moment-là, je serai joignable de telle façon. Ou je serai pas joignable, mais quand je vais revenir, voilà ce qu'on va faire. Parce que souvent, en fait, dans la théorie de l'attachement, ça m'a beaucoup frappé quand je me suis formée, on met vachement l'accent, et dans notre rôle de parent, on a beaucoup cette idée de réconforter l'enfant. Mais réconforter l'enfant, c'est-à-dire l'aider à se calmer, l'apaiser, prendre soin de lui, etc., dans les moments de détresse, c'est 50% du job au niveau de l'attachement. L'autre moitié, c'est l'aider à aller explorer. Donc, c'est soutenir l'exploration. La métaphore qu'on utilise souvent, c'est le porte-avions. C'est-à-dire, je viens aller me poser sur le porte-avions, je fais le plein, mais je redécolle. Et donc, ça va être mettre l'accent sur, OK, on va être séparés, et je te console, et oui, c'est triste, c'est dur de se séparer quand on s'aime, mais on va pas se voir pendant 2 jours, et pour moi aussi, ça va être triste et difficile. Mais on va se retrouver. Quand on va se retrouver, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on faisait un cache-cache ? Et ça change tout, en fait. Parce que l'enfant, plutôt que de regarder derrière, oh, mon parent est parti, il y a peut-être encore un peu ça, bien sûr, mais il regarde devant. On va faire un cache-cache, ou on va faire n'importe quoi d'autre, mais de se tirer, et même pour nous, en tant qu'adultes, de se dire « Oh, c'est cool ce soir, il faut faire un truc, pas un truc, oh, j'aime pas jouer à cache-cache, non, un truc qu'on trouve fun, et où on a tous les deux du plaisir. Le circuit de la récompense, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire avec l'enfant comme perspective positive pour le moment où on va se retrouver ? C'est hyper important. On en était au niveau du caregiving, la sensibilité, la coopération, cette fameuse accessibilité, et aussi l'acceptation des besoins. Le fait que le parent accepte les besoins, je dirais d'une façon inconditionnelle, de l'enfant, plutôt qu'il les rejette. Même si ça ne veut pas dire les satisfaire, évidemment, on ne peut pas satisfaire tous les besoins de nos enfants, mais reconnaître, valider que, oui, il a le droit d'avoir besoin de telle chose à ce moment-là, ou d'avoir telle émotion, ça va faire partie des choses qui sécurisent au niveau de l'attachement, tout simplement. Oui, on est justement dans... je vais aller sur le sujet de manière très concrète, c'est... quand vous dites ne pas forcément tous les assouvir, c'est que c'est justement que là va se poser peut-être ce sujet de cadre dont on entend tellement parler. C'est que reconnaître un besoin, ça ne veut pas dire qu'on y répond forcément. Et c'est important d'entendre ça. Et surtout, c'est important pour l'enfant que lui entende, ou elle, que ses besoins ont été entendus. Et il y a un truc en théorie de l'attachement qui est pas très connu, qu'on appelle, peut-être parce que la terminologie est un peu empoulée, le partenariat corrigé quant au but. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est à partir de 3-4 ans, on va beaucoup moins répondre aux besoins d'attachement de façon automatique, rapide, immédiate que pour un nourrisson. Là, le petit, il a beaucoup moins d'autonomie pour s'autoréguler, donc il faut quand même répondre assez rapidement. Et puis, petit à petit, le cerveau de l'enfant grandit et il commence à savoir qu'il a une personne différente de lui face à lui. Donc, qui n'a pas forcément les mêmes objectifs, qui n'est pas forcément d'accord avec lui ce qu'il voudrait, et il va apprendre à négocier. Et ça, c'est génial. 2 ans, les crises de colère. 3 ans, on commence à savoir qu'il va falloir négocier, si tout s'est bien développé au niveau interpersonnel. Donc, le partenariat corrigé quant au but, c'est notamment cette capacité à « Ok, alors, je voudrais ça.
je commence à intégrer comment l'autre fonctionne, comment il me répond, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de trouver une zone où on se met d'accord. Et donc, tous ces moments où on va, entre guillemets, poser le cadre, on va accueillir le besoin de l'enfant ou ses émotions ou ce qu'il exprime, et puis on va lui dire si c'est possible ou pas. Si c'est possible, tant mieux, voilà. Si c'est pas possible, là, c'est là qu'entre en jeu ces capacités de négociation. Et si on reste dans la coopération, on en parlait tout à l'heure, on va pas être dans non, c'est pas possible, point. Ça, c'est pas... oui, c'est écouter les besoins, on les a reconnus. Oui, t'as envie de ça, mais t'as besoin de ça. T'as besoin de dormir, t'es fatigué, mais là, c'est pas possible. Comment on va pouvoir faire ? Alors, on n'est pas encore rentré à la maison, l'enfant est super fatigué, il chouine, il est pas bien, il a besoin de dormir. Qu'est-ce qu'on fait ? Prendre une chambre d'hôtel, là, tout de suite ? Non, pas possible. Donc, comment on va faire ? Et puis, l'enfant, il nous dit « Oh, je voudrais que tu me portes. Flûte, j'ai un lumbago. » Ça va pas marcher. Oui, il fait une tentative de négo. Oui. Alors, je dis « je suis désolée, j'ai un lumbago, je peux pas te porter. » Et concrètement, quelle solution on va pouvoir trouver ? Est-ce que je te porte 2 minutes ? Si c'est pas un gros lumbago, c'est un petit truc où j'ai un peu mal au dos, je te porte 2 minutes, puis après je te repose. Ou bien je te tiens la main. Ou bien on fait un gros câlin pour se donner du courage, et puis on marche jusqu'au poteau là-bas. Je sais pas, enfin, on va trouver des solutions. Ouais, mais l'idée, c'est ce tissage qui est à la fois de la coopération, et puis valider les besoins. C'est pas un caprice. Mais valider vraiment, les besoins de tout le monde, du coup. Oui, c'est ça. C'est important. Ça, c'est hyper important. Oui. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir les deux modèles, finalement, de non, tu dois filer doux, c'est non, c'est pas possible, au revoir. C'est un peu coercitif, finalement, ça peut poser problème si répété. Et puis, on a l'autre versant qui est tout pour le besoin de l'enfant. Alors, c'est super quand il est nourrisson, évidemment. Il est prioritaire quand il est nourrisson. C'est normal, hein. Il ne va pas le faire tout seul, donc il ne peut pas négocier en plus. Mais après, petit à petit, grandir et l'aider à grandir, c'est l'aider à faire ces négociations-là et avoir petit à petit en tête que ah ben non, l'autre est différent de moi, il ne va pas répondre de la même façon. Et comment je vais pouvoir développer ces solutions. Et c'est ça qui fait que les gens qui ont un attachement sécure, ils ont une capacité de résolution de problèmes. C'est pas autre chose. C'est qu'ils ont appris à être confrontés à ben non, l'autre, il n'est pas toujours d'accord, il n'a pas toujours envie des mêmes choses que moi. Et en même temps, on m'a appris à résoudre les difficultés, les désaccords et à trouver des compromis. Je profite que vous ayez dit, si ça se répète, à un moment vous avez dit, je souligne juste pour les parents qui nous écoutent que, encore une fois, si à un moment vous avez la flemme de le porter, vous avez la flemme de négocier, ça peut arriver qu'on n'y arrive pas. On n'est pas en train de vous dire que c'est pas parce que ça arrive une fois de temps en temps que c'est dramatique pour l'attachement, mais comme on va se réserver ça pour la fin. Et du coup, c'est là que l'expression des besoins des deux parties et de ne pas être dans le sacrifice extrême pour l'enfant alors qu'il est grand et qu'il n'est plus un nourrisson, enfin, c'est vraiment capital. C'est notre mission de parents de dire non et puis d'apprendre à l'enfant à trouver des solutions. C'est ni oui tout le temps, ni non, et puis c'est comme ça, et c'est moi qui décide et c'est moi le chef. C'est la vie en démocratie, en théorie. Et puis il y a autre chose que des études ont mis en évidence que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, c'est que, bon, déjà, 30 à 50% du temps où on est ajusté, ça semble suffire pour que l'enfant puisse être sécure. Alors, relax, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais enfin, il ne faut pas non plus trop se couper les cheveux en 4 et être hyper anxieux en tant que parent. Ça, je pense que c'est un peu un fléau actuellement, c'est les parents extrêmement anxieux avec tout ce qu'on entend en termes de parentalité, et j'espère vraiment pas y contribuer aujourd'hui. Donc, calmer un peu son hyper-anxiété de performance en dédramatisant. L'idée, c'est d'être prévisible autant que possible. Le plus souvent possible, certes, mais sans non plus que ça nous rende extrêmement anxieux. Mais surtout, ce qui a été mis en évidence, c'est quand on commet des erreurs. On va en commettre. C'est dur, désolé. Je sais que c'est dur. En tant que parent, on n'a pas envie de commettre des erreurs, surtout si l'enfant est en gestation ou à naître ou qui vient tous de naître, se dire on va commettre des erreurs, c'est dur. Ce qui est super important, c'est qu'au niveau de l'impact sur l'attachement, ce qui a été démontré, c'est que si on répare nos erreurs, ça limite considérablement l'impact négatif en termes d'insécurité ou de désorganisation de l'attachement. Donc concrètement, j'ai crié, j'ai foiré, on l'a tous fait, même moi. Donc j'ai foiré, même quand on a la théorie, des fois on foire. Je suis sous stress, quelles que soient les raisons, bon, j'ai foiré, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai crié, je me suis impatientée, peu importe. Je prends le temps de me calmer, j'essaye d'y réfléchir un petit peu, une fois que je suis calme, et si possible que l'enfant est calmé aussi, j'y retourne et je lui parle.
écoute, maman, tout à l'heure, elle était super énervée. Je suis vraiment désolée. Je me suis énervée, j'aurais pas dû, c'est pas de ta faute. J'ai une journée difficile ou peu importe. Même pas besoin forcément de se justifier, dire bon, en tout cas, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Voilà. C'est moi l'adulte, j'aurais dû réagir autrement. Je suis désolée. Et puis, en fonction de ce qui s'est passé, on peut dire bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait, voilà, pour réparer le lien en fait. Oui, on revient sur ça, aussi sur cette coopération. Et je suis pas en train de me mettre à genoux devant mon enfant, dire oh pardonne-moi. C'est pas un drame en fait. Mais on n'a pas du tout cette culture-là, d'une façon générale en France, de s'excuser simplement. Et puis comment je répare en fait, ça a blessé l'autre, ça lui a fait peur. Comment je fais pour donc je peux lui faire un petit câlin, la rassurer, lui faire sentir non ça y est, je suis calmée maintenant, c'est bon. C'est quand même vachement important. On a causé un stress chez l'enfant, de l'aider à se calmer. C'est ça, réparer. Hein. C'est pas une fleur de glace. Hein. C'est concrètement réparer les dégâts qu'on a commis en le rassurant sur bon, ok, maman, des fois, elle bug, ça peut arriver. Mais si tout va bien, elle essaie de s'en rendre compte et puis de réparer, de revenir un petit peu dans le lien, aider l'enfant à se calmer aussi. Et ça, c'est pas très politiquement correct parce que alors déjà, culturellement, c'est pas très acquis d'une façon générale, mais alors à viser d'un enfant, encore moins. Et c'est dommage parce que ça, pour le coup, ça a été démontré, que ça aide à la sécurité de l'attachement. Oui, et puis j'ai envie de citer mon ami André Stern, qui a coutume de dire que nos enfants deviennent principalement tels que nous les voyons et tels qu'ils nous voient. C'est une occasion de transmettre à l'enfant comment on s'excuse. Comment on revient quand on a eu un comportement qu'on ne voulait pas avoir, même si on a ressenti des choses qui sont tout à fait légitimes. Comment pourrait-il apprendre justement nos enfants à réguler, accompagner leurs émotions et à accepter leurs erreurs si nous, on ne le fait pas devant eux? Donc moi, à chaque fois, je vois ça comme une opportunité maintenant. Bien sûr. Je me dis, ok, j'ai foiré, mais c'est une opportunité de transmission. Et ça aide à avancer, quoi. Et puis après, la deuxième étape, après coup, c'est de réfléchir, si possible, avec un autre adulte, c'est quand même plus facile, l'autre parent ou un autre adulte qui connaît l'enfant, ça aide quand même bien, sur bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui a amené? C'était quoi les ingrédients qu'il faut que j'essaie d'éviter à l'avenir? Parce que s'excuser à répétition, c'est plus s'excuser, ça marche pas, on répare pas vraiment. Donc, s'excuser, réparer, ça implique faire des efforts pour comprendre et faire en sorte que ça se renouvelle pas. Ça, c'est vraiment important. Johanna Smith, en quelques mots, quel conseil aimeriez-vous donner aux parents qui nous écoutent et se disent que leur enfant sera malheureux à cause d'eux s'il n'a pas le bon attachement, entre guillemets? Bon, alors c'est déjà, faut respirer un coup. Être suffisamment bon, ça suffit. Et vraiment suffisamment bon au sens potable, l'eau potable, suffisamment bon pour être bu, quoi, pour pouvoir survivre. Donc l'être humain, il est quand même très plastique, c'est-à-dire au sens où il va rebondir, il va faire des choses, des épreuves qu'il rencontre. Donc, pas se mettre trop de pression. Si vous avez une histoire traumatique, personnelle, là, pour le coup, ça vaut le coup d'aller travailler dessus, même avant la conception ou la naissance de votre enfant. Si possible, la conception. Je sais que ça peut paraître un peu extrémiste, mais pour le coup, une fois que les difficultés sont là, c'est quand même plus compliqué à réparer. Et on sait que le fait d'avoir des deuils pas résolus, des traumas pas résolus, c'est quand même fortement à risque d'impacter la relation avec notre propre enfant, même si on peut avoir l'impression, non, j'y pense pas, c'est de côté. Votre système nerveux, lui, il y pense. Il pense pour vous. Donc, il évite certaines situations, il vous anesthésie sur certaines choses. Donc, si vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vous sont arrivées, qui ne sont pas tout à fait terminées, en fait, émotionnellement pour vous, je pense ça vaut vraiment la peine d'aller les travailler avant d'avoir un enfant, ou même s'il est déjà là. Moi, je suis d'accord avec ça. J'ai fait ma thérapie 5 ans avant de devenir parent, et ça a changé ma vie, je crois. Et puis, parce qu'en fait, ça rend émotionnellement beaucoup plus disponible. Si j'ai pas des peurs cachées sous le tapis, si j'ai pas des hontes cachées sous le tapis, si j'ai pas des colères cachées sous le tapis, etc., y a moins de risques que mon enfant devienne un déclencheur de ça. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, il va déclencher les expériences qu'on a eues à la même époque pour nous, et c'est normal. Pour savoir comment je vais me comporter avec un enfant de cet âge-là, je vais puiser dans mes expériences de ce que c'est qu'un enfant de cet âge-là. Comment je sais qu'un tout petit, si je fais ça, il trouve ça très drôle, ça lui plaît à un certain âge. Vous n'avez pas vu, mais elle a caché, elle a fait un coucou qui est là. Voilà. Elle s'est cachée si je fais un caché coucou, à un certain âge, ça va être très rigolo. À 7-8 ans, là, franchement, l'enfant, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Donc, vraiment. Et je me souviens pas qu'on m'ait fait cacher coucou, mais spontanément, quand je vois un tout petit d'une certaine tranche d'âge,
je sais que ça va le faire rigoler, ça me vient automatiquement. Donc, on va vraiment automatiquement, sans y réfléchir, puiser dans nos expériences de stage-là, et en particulier, principalement la nôtre. Hein. C'est comme celle qu'on a eue H24. On a été confrontés à d'autres enfants, d'autres bébés depuis, mais enfin, quand même, la première et l'essentiel, c'est la nôtre. Donc, l'idée, c'est si on a des choses pas résolues de notre côté, et en particulier si elles touchent l'attachement et la relation avec nos propres parents, ou qu'elles sont traumatiques, moi, je recommanderais d'aller faire un petit tour chez le psy pour évaluer la situation, pour en parler, voir un peu s'il y a des choses qui valent la peine d'être traitées. Et personnellement, j'aurais une préférence pour un psy qui est formé au trauma, en fait, qui va pouvoir évaluer ça et pas vous proposer une thérapie verbale générique, en fait, sur une longue période, alors qu'on peut, avec certaines techniques de traitement du trauma, cibler des épisodes bien précis assez souvent, quand même, relativement vite. Et ça, c'est quelque chose que le thérapeute pourra évaluer et vous dire si ça va être traité rapidement ou pas. Enfin, quelles sont les probabilités, on va dire. Jamais balayer les émotions de l'enfant, c'est-à-dire dire c'est pas grave, mais non, c'est pas triste. Donc, voilà, avoir cette petite vigilance, être suffisamment à l'écoute, sans forcément augmenter le son sur le moindre de ces petits micro-bobos. Pour autant, c'est pas ça que je dis. Être prévisible, tenir sa parole, cadrer, tout ça, ça sécurise l'enfant. S'excuser sans dramatiser, si on s'est trompé ou qu'on a blessé l'enfant. Et puis, d'avoir en tête que le plus dommageable, c'est les erreurs qui se répètent, les erreurs graves, évidemment, ou les erreurs qui se répètent et qui ne sont pas suivies de réparation. Donc, on peut commettre des erreurs. L'essentiel, c'est de faire en sorte de réparer. Et puis, avec toute cette liste-là, je sens que la pression chez les parents qui nous écoutent a beaucoup augmenté. Donc, je vais donner une injonction complètement paradoxale, désolée. Calmez votre hyper-anxiété par rapport à la performance d'être parent. C'est pas une performance, c'est une relation qui se construit. Donc, comment je peux faire pour que mon enfant, en fait, il ait juste envie de se tourner vers moi et il sache qu'il peut me parler s'il rencontre des situations difficiles. Merci beaucoup, Johanna Smith. Avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.